J'ai conduit 4 heures dans une tempête de neige pour faire une surprise à ma famille pour Noël. Ma sœur a entrouvert la porte, a eu un sourire narquois et a dit « Tu n'étais pas au courant ?» On fait ça en petit comité cette année, personne d'autre n'est même venu à la porte. Je suis remonté dans ma voiture sans dire un mot. 20 minutes plus tard, son mari m'a envoyé un texto par accident, « Quel clown !» Il s'est vraiment pointé, j'ai souri, ouvert mon application bancaire et annulé toutes les factures que je réglais. Le lendemain matin, 43 appels en absence et un message vocal qui commençait par « S'il te plaît, ne fais pas ça ». J'aurais dû faire demi-tour à la seconde où j'ai vu la neige s'intensifier sur l'autoroute. Mais je n'arrêtais pas de me dire que ça en vaudrait la peine. Que de voir l'expression sur le visage de ma mère, quand j'arriverais à l'improviste pour Noël, justifierait cette conduite les mains crispées, au cœur d'une tempête de neige. Que ma sœur, même avec son attitude habituelle, ferait au moins semblant d'être heureuse de me voir. Que peut-être, pour une fois, je me sentirais à nouveau membre de la famille. Idiot, non. Je m'appelle Caleb. J'ai 33 ans. Et je suppose que je n'avais toujours pas dépassé l'idée que la famille, c'était quelque chose de plus profond que des liens de sang et des conversations de groupe passives-agressives. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je vis à environ 4 heures de la maison de mon enfance, qui se trouve dans une petite ville nichée au cœur des collines de Pennsylvanie. Après l'université, j'ai déménagé à Pittsburgh pour le travail, et j'y suis resté, en partie pour l'emploi, et en partie parce que plus je restais loin, moins je ressentais le besoin de rentrer. Pourtant, je faisais l'effort. Anniversaire, Noël, urgence. J'étais là. Je payais pour une voiture en panne par-ci, je virais de l'argent pour une facture d'hôpital par-là. Personne ne demandait jamais vraiment. J'intervenais simplement, en toute discrétion, parce que c'est ce qu'on fait pour la famille. C'est ce que mon père disait, avant de décéder il y a 5 ans. La vraie famille, elle est présente même quand ce n'est pas pratique. Je suppose que j'ai pris ça plus à cœur que le reste d'entre eux. Ma mère vieillit, et je m'inquiète pour elle plus que je ne le laisse paraître. Mon frère Shaun habite à 10 minutes de chez elle, mais il lui rend à peine visite. Ma sœur Jessica vit dans la même ville, et elle se comporte comme si être agacée par tout ce que je fais était un travail à plein temps. C'est la plus jeune, de 2 ans ma cadette, et elle a toujours eu cette façon suffisante de m'ignorer, comme si j'étais une sorte d'oncle étrange plutôt que son frère. En grandissant, elle était l'enfant chéri. Et d'une manière ou d'une autre, elle le savait. Toujours raison, toujours défendu. Et moi, eh bien, j'étais le dépanneur. Celui qu'on appelait quand quelque chose cassait. Celui qu'on oubliait d'inviter, mais dont on attendait quand même qu'il envoie de l'argent quand le frigo tombait en panne, ou que le fils de Shaun avait besoin d'un appareil dentaire. Ça ne me dérangeait pas d'aider. Vraiment pas. Mais dernièrement, j'avais commencé à avoir l'impression que c'était à sens unique. Cette année, je n'avais pas prévu de rentrer pour Noël. Le travail avait été brutal. Je venais de prendre un 2e contrat de consultant qui dévorait tous mes week-ends. Mais le 23 décembre, j'ai reçu cet appel de maman. Rien de dramatique, juste un court et fatigué, « Tu vas nous manquer, chérie ». Et quelque chose à propos du silence qui allait régner dans la maison. Elle ne l'a pas dit pour me culpabiliser, je ne pense pas que ce soit son genre, mais ça m'a touché. Je pouvais entendre la solitude dans sa voix, et quelque chose en moi a basculé. Peut-être que je devais être là, même si on ne voulait pas vraiment de moi. J'ai fait un sac, j'ai chargé le coffre avec les cadeaux que j'avais commandés en ligne, et j'ai pris la route avant le lever du soleil, la veille de Noël. Le trajet a été misérable. D'épaisses couches de neige brouillaient la route. Les essuie-glaces n'arrivaient pas à suivre, et le chauffage de ma voiture a choisi le pire moment possible pour se mettre à souffler de l'air tiède. Pourtant, j'ai continué, avançant péniblement sur le dernier tronçon de route sinueuse comme si je naviguais sur une patinoire. Je me suis même arrêté à une station-service pour prendre une tarte. Maman a toujours adoré la cerise. Je me suis dit qu'au moins, ça la ferait sourire. Le plan était simple. Arriver vers l'heure du dîner, surprendre tout le monde, peut-être rester pour la nuit si la route restait mauvaise. Je n'ai pas appelé à l'avance parce que, eh bien, c'était le but, une surprise. Quand je me suis garé dans l'allée, j'ai tout de suite remarqué quelque chose d'étrange. La maison était sombre. Pas de lumière de Noël, pas de lueur aux fenêtres, juste ce silence étrange et inquiétant qui m'a fait vérifier l'heure 2 fois pour m'assurer que je ne m'étais pas trompé de date. Je pouvais voir le SUV de Jessica garé devant,
et quelques autres voitures familières, la vieille Toyota de Sean, et la berline plus récente pour laquelle j'avais aidé maman à co-signer au printemps dernier. Donc, il y avait du monde. Ils étaient tous là, à l'intérieur, sans moi. J'ai monté les marches du Porsche, mes bottes crissant sur la neige fraîche, en équilibre avec la tarte dans une main et un sac de cadeaux emballé dans l'autre. J'ai frappé. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau. Finalement, j'ai entendu des pas. La porte s'est entr'ouverte de quelques centimètres, et Jessica était là, ses cheveux parfaitement lissés tirés en une queue de cheval, un sourcil levé comme si elle venait de voir un vendeur sur son Porsche. « Caleb » a-t-elle dit, comme si elle n'était pas sûre que ce soit moi. J'ai souri, sincèrement excité malgré le froid. Surprise. Je me suis dit que je ferais la route à la dernière minute. Je voulais passer Noël avec tout le monde. C'est laquelle a eu un petit sourire narquois. Ce petit sourire amusé, comme si je venais de dire la chose la plus stupide du monde. Puis elle a penché la tête et a dit, « Tu n'as pas entendu ? On fait ça en petit comité cette année. » J'ai cligné des yeux. Quoi ? Elle a haussé les épaules comme si de rien n'était. Juste la famille proche. Ça a été une année bizarre, tu sais. On ne voulait pas en faire toute une histoire. J'ai ri une fois, un rire sec, confus. Jess, je suis la famille proche. Elle n'a même pas répondu à ça. Elle a juste déplacé son regard par-dessus mon épaule, regardant probablement ma voiture, puis a ajouté, « Bref, on est sur le point de manger. J'espère que la route n'a pas été trop mauvaise. » Et puis elle a fermé la porte. Pas claquée, pas verrouillée, juste fermée. Comme si j'étais un voisin qui s'était présenté un jour trop tôt pour une fête de quartier. Je suis resté là quelques secondes, à attendre. Je ne sais même pas à quoi je m'attendais. Peut-être que quelqu'un d'autre vienne à la porte. Peut-être que maman entende ma voix et se dépêche de venir, mais personne n'est venu. Aucune lumière ne s'est allumée. Aucun rire ni aucune musique ne flottait par les fenêtres. Juste le silence, et le bruit du vent qui se levait. La tarte a un peu glissé dans ma main alors que je me retournais pour regagner ma voiture. J'ai mis les cadeaux dans le coffre, je me suis glissé sur le siège avant, et je suis resté assis là un moment, laissant le chauffage crachoter inutilement. Mes mains tremblaient, mais pas à cause du froid. Je n'avais même pas démarré le moteur quand mon téléphone a vibré. Un SMS du mari de Jessica, Marc, probablement destiné à elle. Il disait juste, le clown, il s'est vraiment pointé. Je l'ai fixé pendant une minute entière. Je l'ai lu. Relu. Ma mâchoire s'est crispée, mais je n'ai pas répondu. Je n'ai pas demandé d'explication. J'ai juste souri, un sourire calme qui semblait étrange sur mon visage. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. Le temps que je quitte l'allée, la neige tombait plus fort et la route devant moi était vide. Mais dans ma tête, tout venait de devenir très, très clair. C'est drôle comme un seul instant peut diviser votre vie en deux. Comme si tout ce qui précédait n'était qu'une préparation, et que tout ce qui suit n'est que réaction. Ce SMS de Marc, le clown, il s'est vraiment pointé, c'était cet instant. Je n'ai pas ragé. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste figé, comme si une partie de moi s'y attendait. Et finalement, c'était arrivé. La confirmation, la preuve que tout n'était pas dans ma tête, que peu importe le nombre de factures que je payais, peu importe le nombre de fois où je laissais tout tomber pour aider, je n'étais rien de plus qu'une blague dans leur dos. Le trajet du retour a été flou. Je me souviens à peine de la neige ou de la route, juste un bruit blanc. À un moment donné, je me suis arrêté dans un restaurant encore ouvert et je suis resté assis là, avec une tasse de café qui refroidissait entre mes mains, pensant à tout. Depuis combien de temps c'était comme ça? Avais-je été trop stupide pour le voir, ou avais-je choisi de ne pas le voir parce que l'alternative faisait trop mal? En grandissant, nous n'étions pas riches, mais nous nous avions les uns les autres. Du moins, c'est ce que je pensais. Papa travaillait comme mécanicien et gagnait décemment sa vie, et maman restait à la maison avec nous quand nous étions petits. J'étais l'aîné, donc beaucoup de choses me sont tombées dessus très tôt, surveiller Sean et Jess quand ils étaient malades, m'occuper des tâches ménagères, faire les courses une fois que j'ai pu conduire. Papa appréciait. Il disait toujours que j'étais fiable. Je vivais pour ce mot, fiable. C'était comme un éloge et de l'amour en un seul mot. Même quand Sean se défilait de ses responsabilités ou que Jessica mentait sur ses devoirs, c'est moi qui rattrapais le coup. Ça ne me dérangeait pas.
Je pensais que c'était ça, être le grand frère. Que si je continuais à être fiable, il me respecterait pour ça. Mais en vieillissant, j'ai eu l'impression que, fiable, s'était transformé en invisible. Jessica a commencé à sortir avec Mark au lycée, et tout le monde le traitait comme l'enfant prodigue. Il était capitaine de l'équipe de football, est allé à Penn State avec une bourse, et avait ce charme de vendeur de voitures d'occasion qui faisait que tout le monde lui mangeait dans la main, sauf moi. J'ai toujours eu l'impression que sous les sourires et les poignées de main, il ne me respectait pas. Il pensait que j'étais faible ou ennuyeux parce que je ne buvais pas un pack de 6 à chaque barbecue familial ou que je ne parlais pas de sport comme si c'était une religion. Mais je restais poli. Pour Jess. Après le décès de papa, les choses ont radicalement changé. Il avait été l'encre, celui qui veillait à ce que les choses restent justes. Sans lui, Jess a commencé à prendre plus de contrôle sur les réunions de famille. Shaun allait et venait, toujours avec une excuse de travail ou les enfants. Et maman, elle voulait juste la paix. Elle n'a jamais aimé la confrontation. Alors, quand Jess a commencé à imposer ses plans et à prendre des raccourcis, elle a laissé faire. Tout le monde l'a fait. Tout le monde sauf moi. Je me souviens d'une année, c'était il y a 2 Noëls, je suis arrivé avec des cadeaux. J'avais vraiment réfléchi à des choses que chacun d'eux avait mentionnées des mois auparavant. Jess a ouvert le sien, un journal en cuir fait main dont elle avait vanté les mérites lors d'un appel, et y a à peine jeté un coup d'œil avant de dire « Oh, je m'en suis déjà acheté un ». Shaun n'a même pas déballé le sien. Il a dit qu'il s'en occuperait plus tard. Pendant ce temps, j'ai regardé Jess distribuer des sacs cadeaux remplis de bombes de bain bon marché et de vin de station-service, et se faire complimenter comme si elle était Martha Stewart. Et l'argent, c'était une autre histoire. Je n'en ai jamais fait toute une affaire. Quand la voiture de maman est tombée en panne, j'ai payé le mécanicien directement. Quand Shaun a été licencié et ne pouvait pas payer son loyer, je lui ai envoyé $1200 sans un mot. Quand Jessica et Mark ont acheté la maison de leur rêve et avaient besoin d'aide pour les frais de clôture, j'ai cosigné une ligne de crédit de $10 000 pour qu'ils puissent se qualifier. Ils ont promis de la rembourser rapidement. C'était il y a 18 mois. La dernière fois que j'ai vérifié, ils faisaient encore des paiements minimums. Ce que je n'avais pas réalisé, ce que je refusais de me laisser réaliser, c'est qu'à chaque fois que j'aidais, ils m'aimaient un peu moins. Pas plus, moins, parce que je suis devenu un service, pas une personne. Le gars qui vire de l'argent quand on lui demande. Le gars qui hoche la tête, sourit, et ne dit jamais non. Un robinet qu'il pouvait ouvrir quand les temps étaient durs. Et plus je restais silencieux, pire c'était. Il y a eu un moment, l'été dernier, qui aurait dû être mon signal d'alarme. J'étais descendu voir maman pour son anniversaire. Je l'ai emmenée dans son restaurant italien préféré, je lui ai acheté des fleurs, je l'ai même surprise avec une nouvelle tablette parce qu'elle se plaignait que l'ancienne se bloquait. Elle a été radieuse toute la soirée. Mais quand nous sommes rentrés chez elle, Jess et Mark étaient déjà là. Pas de cadeau, pas de dîner, juste affalés sur le canapé à attendre. Jessica a jeté un coup d'œil aux fleurs et a dit « Waouh, tu surcompenses, on dirait ». J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait, mais ce n'était pas le cas. Elle a continué. Tu sais que ce n'est pas une compétition, Caleb. Tu n'as pas besoin de continuer à essayer d'acheter de l'affection. J'étais abasourdi. J'ai regardé maman, m'attendant à ce qu'elle dise quelque chose pour la faire taire, mais elle a juste souri maladroitement et a changé de sujet. Et c'était tout. Je suis parti tôt le lendemain matin, la tablette encore dans sa boîte sur la table basse. Après ça, j'ai commencé à prendre un peu de recul. J'ai cessé de prendre des nouvelles aussi souvent. Je n'ai pas offert mon aide à moins que quelqu'un ne le demande, mais les demandes venaient quand même, subtiles, indirectes. Le chauffage de maman fait des siennes, mais ça va. On va trouver une solution. Ou, les enfants n'auront peut-être pas grand-chose pour Noël cette année, mais ils survivront. La culpabilité déguisée en nouvelles informelles. Et à chaque fois, je cédais, j'envoyais de l'argent, je passais des appels, je prenais des rendez-vous, parce que j'étais fiable, n'est-ce pas? Ce qui nous amène à ce Noël. Après ce trajet, après cette porte au nez, après le SMS de Marc, j'avais besoin d'espace. J'ai passé le réveillon de Noël seul dans mon appartement. Je n'ai pas allumé la télé. Je n'ai pas mangé. Je suis juste resté assis là, à essayer de décider ce que tout cela signifiait. Pas seulement ce qu'ils avaient fait, mais ce que je ferais maintenant,
parce que quelque chose en moi avait changé. Pas brisé. Juste réaligné. Je n'ai pas répondu aux SMS. Je n'ai appelé personne. J'ai juste ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à faire défiler tous les paiements récurrents liés à eux. La ligne de crédit de Jessica. Suspendue. Les paiements automatiques pour les factures en retard de Shaun. Annulés. La carte d'épicerie de maman, que je rechargeais chaque mois depuis le décès de papa. Disparue. Pas par dépit, mais par lucidité. Si j'étais un clown, alors le cirque était fermé. Le vrai point de rupture, cependant, le moment qui a remué le couteau dans la plaie, est arrivé le soir du Nouvel An. Je n'avais parlé à personne depuis Noël. Pas de SMS, pas d'appel, juste le silence. Je me suis dit qu'il se sentirait soit gêné, soit soulagé. Probablement le second. Mais vers 20h, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis un autre, et un autre. Finalement, un appel est venu de Shaun. J'ai décroché. « Salut », ai-je dit d'un ton neutre. « Mec », a-t-il soufflé au téléphone comme s'il venait de courir 1 kilomètre. « Où étais-tu passé ?»« Occupé », ai-je répondu. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a hésité. « Ok, écoute. Je ne savais pas que Jess allait faire ça. Je le jure. On pensait que tu ne venais pas. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle a dit que tu avais du travail. Est-ce que tu me l'as demandé? Non, mais... Donc tu l'as cru. Silence. Puis il a dit, ok, mais écoute, Marc est en train de paniquer en ce moment. Ça a attiré mon attention. Pourquoi? Une autre pause. Il a demandé un prêt sur valeur domiciliaire la semaine dernière. Refusé, il a dit que son crédit avait pris un coup. Quelque chose à propos du cosignataire qui s'est retiré. Je n'ai rien dit. Tu as retiré ton nom de la ligne de crédit? A-t-il demandé, la voix montant. Pas encore, ai-je dit. Mais je le ferai dès la semaine prochaine. Caleb, allez, mec. Ça affecte maman aussi. Cette partie, ça m'a fait rire. Drôle. Vous n'aviez pas l'air de vous soucier de la façon dont vos actions m'affecteraient. J'étais sur le point de raccrocher quand il a ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle vend la maison. Je me suis figé. Quoi? Jess a dit que c'était l'idée de maman, mais je ne sais pas. Ça se passe vite. Genre, ils ont déjà trouvé un acheteur. Elle dit qu'ils emménagent maman chez eux temporairement pendant qu'ils rénovent leur sous-sol. Je n'ai pas répondu. Ma bouche était devenue sèche. Shaun a ajouté, je pensais que tu étais au courant. Elle a dit que tu aidais à coordonner tout ça. Ils vendaient la maison de notre enfance dans mon dos. Et ils ont dit à Shaun que j'étais impliqué, que j'aidais. C'était ça, la trahison. Pas seulement la porte, pas seulement le SMS, mais le vol de ma place dans le récit familial. Il le réécrivait en temps réel, me supprimant comme si je n'avais jamais existé. Et maman, elle les laissait faire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de ça, j'ai commencé à élaborer un plan. Et c'est là que les choses ont commencé à passer du chagrin à quelque chose de tout à fait différent. Quand les gens parlent de toucher le fond, ils l'entendent généralement de manière dramatique, perdre un emploi, traverser une rupture, peut-être se retrouver sous la pluie sans nulle part où aller. Mais le mien a été plus silencieux que ça. Pas de cris, pas de fracas, juste ce sentiment de vide dans ma poitrine alors que j'étais assis dans le noir, réalisant que je n'appartenais plus à ma propre famille. Que même quand je me pliais en quatre, que je donnais plus que ce que j'avais, que je laissais tout tomber pour être là, ils trouvaient quand même un moyen de me laisser dehors, dans le froid, au sens propre comme au figuré. La nuit après l'appel de Shaun, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas répondu aux SMS. Je n'ai pas regardé la boule tomber à Times Square ni levé un verre à la nouvelle année. Je me suis assis sur le bord de mon lit, essayant d'imaginer quel genre de personne vend la maison de sa mère sous son nez. Quel genre de fille prend le contrôle de la vie de sa mère et appelle ça de l'aide? Quel genre de fratrie laisse la seule personne qui a toujours été là se faire effacer si facilement? Et pendant un moment, peut-être quelques jours, j'ai laissé cette version de moi-même mourir, le dépanneur, l'aidant, celui sur qui on peut compter. J'ai arrêté de répondre aux emails qui commençaient par « Désolé de te déranger, mais… » J'ai mis en sourdine toutes les conversations de groupe familial.
J'ai supprimé les rappels pour envoyer des paiements mensuels et des virements automatiques. J'ai débranché tout ce qui me maintenait en orbite autour de leur monde. Ça a fait mal. Je ne vais pas mentir. Il y avait du deuil là-dedans. Comme si je pleurais une mort, non pas d'une personne, mais d'un rôle que j'avais joué si longtemps que je ne savais plus qui j'étais sans lui. Mais voilà ce qu'il y a avec le fait de toucher le fond. Une fois que vous y êtes, il n'y a plus de faux semblants. Soit vous restez à plat, soit vous vous relevez. Et peut-être pour la première fois, je n'ai pas ressenti la pression de faire l'un ou l'autre. J'avais le silence, l'immobilité, et j'ai décidé de simplement m'asseoir dedans, de le sentir, de le laisser m'envahir. Et dans ce calme, j'ai commencé à voir ma vie pour ce qu'elle était vraiment. Je n'étais pas heureux. J'avais passé tellement de temps à essayer de plaire à des gens qui remarquaient à peine que j'étais en vie que j'avais oublié ce que c'était que de faire quelque chose juste pour moi. Mon appartement était agréable, mais il ressemblait à une chambre d'hôtel. Propre, impersonnel, nu. J'avais des économies, des investissements, une carrière solide, mais pas de passe-temps, pas de vraies racines. Je travaillais pour maintenir les autres à flot. Je rentrais à la maison pour remplir une chaise que personne ne m'avait demandé d'occuper. Alors, j'ai pris une décision. Fini de donner sans limite. Fini de m'excuser de ne pas être ce qu'ils attendaient. Et définitivement, fini d'essayer de gagner une place à une table que j'avais aidé à construire. Le premier pas a été petit, presque stupide. J'ai acheté une plante, un figuier lire si vous voulez des détails. J'ai lu quelque part qu'ils sont difficiles à maintenir en vie, mais quelque chose là-dedans m'a attiré. Je voulais prouver que je pouvais prendre soin de quelque chose qui n'était pas une crise, qui ne m'épuisait pas, qui existait et grandissait simplement, demandant de la lumière, de l'eau et rien d'autre. Ensuite, j'ai pris une semaine de congé. J'ai dit à mes clients que je me déconnectais, j'ai réservé un chalet à 2 heures au nord, et j'ai éteint mon téléphone pendant 5 jours. Pas de SMS, pas de mails, juste le calme. J'ai apporté des livres que je n'avais jamais eu le temps de lire, j'ai cuisiné pour moi-même, je suis même allé faire des randonnées malgré la neige. Et ce n'était pas une révélation instantanée, juste une lente et constante bouffée d'air, du temps pour réfléchir sans la voix de quelqu'un d'autre dans ma tête. Quand je suis revenu, j'ai commencé à faire l'inventaire, pas seulement de mes finances, mais de ma vie. J'ai regardé mon appartement et j'ai demandé, qu'est-ce qui m'appartient vraiment ici? La plupart des choses ne m'appartenaient pas. J'ai vendu des meubles que je n'aimais pas. J'ai annulé des abonnements que je n'utilisais pas. J'ai réorganisé mon emploi du temps autour de choses qui me donnaient de l'énergie, pas qui m'en vidaient. J'ai même recommencé à aller à la salle de sport, quelque chose que je n'avais pas fait depuis mes 20 ans. Au début, ça semblait forcé, mais c'est devenu une habitude, et l'habitude s'est transformée en thérapie. C'est drôle, quand vous arrêtez de tout déverser sur des gens qui ne l'apprécient pas, vous réalisez combien il vous en reste à vous donner à vous-même. Le travail a repris en février. J'ai décroché un nouveau contrat à long terme avec une agence de marketing de Chicago. Gros salaire, horaire stable. Ils m'ont tellement apprécié qu'ils m'ont offert une avance pour des consultations en parallèle. Pour la première fois, j'ai senti que mon succès n'était pas lié aux urgences de quelqu'un d'autre. C'était le mien, construit à partir de rien. J'ai aussi commencé à renouer avec des gens que j'avais perdus de vue. Pas la famille, mais de vieux amis, des colocataires d'université, un gars avec qui je prenais un café avant qu'il ne déménage à Boston. Je ne leur ai pas tout déballé, j'ai juste commencé à prendre des nouvelles, à envoyer le premier SMS, à inviter à la conversation, et lentement, un nouveau cercle a commencé à se former, un qui semblait plus léger, moins transactionnel. J'aimerais dire que cela a tout réparé en moi, mais ce serait un mensonge. Il y avait encore des mauvaises nuits. Des nuits où je me réveillais de rêves du matin de Noël où tout le monde riait et où je frappais à la porte de l'extérieur. Des nuits où je me demandais si j'aurais dû me battre plus fort pour une place dans cette famille, si m'éloigner signifiait abandonner ou finalement me choisir. Mais à chaque fois, la réponse semblait plus claire. Puis, vers mars, quelque chose d'inattendu s'est produit. Maman a appelé. J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute avant de décrocher. Je n'avais pas entendu sa voix depuis plus de 2 mois. « Salut, chérie », a-t-elle dit comme si de rien n'était. « Comment vas-tu » J'ai fait une pause. « Je vais bien. Je travaille beaucoup. Et toi » Elle a hésité juste un instant. Ça a été chargé. C'était nouveau. D'habitude, elle comblait le silence avec des banalités maladroites.
Cette fois, j'avais l'impression qu'elle marchait sur des œufs. J'ai entendu dire que tu avais disparu de la circulation, a-t-elle dit. Jessica a dit que tu traversais une mauvaise passe. J'ai failli rire. Traverser une mauvaise passe? Comme si j'avais la grippe? Oui, ai-je dit calmement. J'avais besoin d'espace. Silence, puis elle a dit, tu sais, je ne savais pas que tu venais pour Noël. J'ai attendu. Elle m'a dit que tu avais annulé. Que tu avais un gros projet à rendre. Je ne savais même pas Caleb, je ne savais pas que tu étais à la porte. Mon estomac s'est noué. Alors quand elle l'a fermé, tu n'étais pas encore là? Non, a-t-elle dit doucement. J'étais à l'étage. Marc m'a dit que c'était un voisin. Puis j'ai entendu la porte se fermer et j'ai demandé qui c'était. Et Jess a dit, ne t'en fais pas. Je n'ai pas parlé, j'ai juste encaissé ça. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, a-t-elle demandé. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Elle n'a pas répondu à ça. Au lieu de cela, elle a dit, ils vendent la maison. Jessica insiste beaucoup. Elle dit que je ne peux plus gérer les escaliers. Est-ce que tu peux? Je m'essouffle. Bien sûr, a-t-elle dit. Mais je ne suis pas mourante. Et je n'ai jamais dit que je voulais déménager. Alors pourquoi le fais-tu? Un autre silence. Puis, parce que je ne sais pas comment l'arrêter. Elle fait tout paraître si raisonnable. Si utile. Elle n'aide pas, ai-je dit plus fermement que je ne le voulais. Elle prend. Je sais, a murmuré maman. Mais c'est tout ce que j'ai ici. Le poids de ces mots pesait lourdement entre nous. Parce que ce qu'elle voulait dire mais n'a pas dit, c'était, tu n'es pas là. Plus maintenant. Cet appel a remué quelque chose en moi. Pas le pardon. Pas encore. Mais la clarté. Maman n'était pas méchante. Elle était juste fatiguée. Et Jess était le genre de personne qui intervient quand quelqu'un est fatigué et le convainc que le contrôle, c'est de l'attention. Que la manipulation, c'est de l'amour. Et j'ai su alors que je devais faire quelque chose. Pas pour les reconquérir. Pas pour être le héros, mais parce qu'il y avait des limites à ne pas franchir, et Jess les avait toutes franchies. J'ai commencé à faire des recherches sur la maison, l'acte de propriété, le financement. Il s'est avéré que le nom de maman était toujours sur tout, mais Jess avait déposé des documents pour une procuration 3 mois plus tôt. J'ai vérifié les registres publics, le nom de l'acheteur, une société. Quand j'ai remonté la piste jusqu'à Marc, ils étaient en train de vendre la maison de maman à eux-mêmes. Ce n'était pas seulement louche. C'était du vol. Et soudain, ma petite vie tranquille de plantes, de séances de sport et d'introspection, avait une nouvelle mission. Mais avant d'agir, je devais être sûr. Je devais le voir par moi-même. Alors, j'ai fait le trajet de plusieurs heures, comme avant. Pas de tempête cette fois. Juste des routes dégagées et un esprit plus clair. Je me suis garé à 2 maisons de là, j'ai marché dans la rue, j'ai regardé la maison où j'ai grandi, maintenant avec un panneau, à vendre, devant et un autocollant, sous contrat, collé dessus. Je n'ai pas frappé cette fois, j'ai juste sonné et attendu. La porte s'est ouverte et elle était là, Jessica, arborant l'un de ces sourires suffisants du genre, je sais déjà que j'ai le contrôle. Ses bras étaient croisés comme si elle avait répété ce moment dans le miroir. Derrière elle, j'entendais le bruit sourd de la vaisselle et de faibles rires. Probablement une réunion de famille. Personne ne m'en avait parlé. Je ne m'attendais pas à te voir, a-t-elle dit en penchant la tête. Tu dois être à nouveau perdu. Je n'ai pas répondu. Je lui ai juste lancé un regard auquel elle n'était pas habituée. Calme, concentré, détaché. Je dois parler à maman, ai-je dit. Elle se repose, a répondu Jess trop vite. Ces dernières semaines ont été stressantes. Je suis sûr. J'attendrai. Elle a hésité, sentant probablement que la version de Caleb qu'elle avait l'habitude de dominer n'était pas celle qui se tenait devant elle maintenant. Elle a ouvert la porte plus grand, ne voulant clairement pas de scène sur le porche. Maman était dans le salon, recroquevillée sur le canapé avec une couverture sur les genoux. Elle avait l'air plus âgée, plus fragile que dans mon souvenir. Ses yeux se sont levés quand elle m'a vu et se sont agrandis avec quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité, mais elle ne m'a pas dit de partir. « Salut, chérie », a-t-elle dit d'une voix faible. Je ne m'attendais pas, j'ai levé une main doucement. « Ne t'inquiète pas, je ne resterai pas longtemps.
Jess planait derrière moi comme un videur gardant une boîte de nuit. Je dois te demander quelque chose, ai-je dit, en gardant un ton doux. Est-ce que tu voulais vendre la maison? Elle a hésité. Jess a dit que c'est ce qu'il y a de mieux, a-t-elle finalement marmonné. Et je suppose que l'installation au sous-sol sera plus facile. Moins d'escalier. Mais est-ce que tu le voulais? Ai-je insisté. Sa lèvre a légèrement tremblé. Non, pas vraiment. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je me suis retourné vers Jess. La procuration. Tu l'as déposée en octobre. Son expression s'est figée. Tu ne l'as jamais dit à maman, ai-je dit. Tu lui as fait signer quelque chose sans lui expliquer ce que ça signifiait. Je n'ai pas, a-t-elle commencé, mais je l'ai interrompu. Tu as mis la maison en vente sous une SARL. Le nom de marque y figure. Vous êtes en train de vous la vendre à vous-même. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, puis s'est rouverte. Tu ne comprends rien à tout ça. Oh, si, je comprends, ai-je dit calmement. Je sais aussi que c'est de la fraude, de la maltraitance de personnes âgées. Si quelqu'un voulait porter ça en justice. Caleb, a murmuré maman, se redressant, alarmée. Jess a ricané. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, venant de quelqu'un qui a ghosté sa famille et qui se prend soudain pour un chevalier blanc. Tu veux dire, après que tu m'aies fermé la porte au nez, ai-je répliqué. Après que Marc m'ait traité de clown pour être venu? Après que tu aies menti à maman en disant que j'aidais à vendre le seul endroit qui ait jamais ressemblé à un foyer? J'ai pris une profonde inspiration. Stable, contrôlée. Je ne suis pas ici pour supplier, ai-je dit. Je suis ici pour réparer les dégâts. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi avec un feu intérieur. Le brouillard s'était dissipé. Chaque pas en avant faisait maintenant partie d'un plan. Et le fait est que j'avais plus d'outils que Jess ne le réalisait. D'abord, j'ai fouillé dans mes anciennes archives de mai et j'ai trouvé les documents de succession originaux de papa. À son décès, la plupart de la propriété avait été transférée à maman. Mais il y avait des clauses stipulant que les décisions financières majeures concernant la maison devaient être co-signées si la clarté mentale de maman était discutable, une clause que Jess avait clairement essayé d'exploiter avec sa procuration. J'ai contacté une avocate avec qui j'avais travaillé sur un contrat indépendant 2 ans auparavant. Elle s'appelait Lilian, et elle était spécialisée dans la protection du patrimoine et le droit des personnes âgées. Je lui ai tout raconté, j'ai exposé la tromperie, la procuration précipitée, la société écran, la vente, tout. Elle a écouté en silence, puis a demandé, avez-vous des preuves de tout cela? J'ai des documents signés, des annonces immobilières, des enregistrements vocaux et des emails. Je travaille encore sur la comparaison de la signature de la procuration, mais elle me semble contrefaite. Elle a expiré. C'est plus qu'assez pour commencer. Au cours des semaines suivantes, Lilian m'a aidé à monter un dossier. Nous avons déposé une requête pour une injonction temporaire afin de geler la vente, invoquant la fraude et la coercition. Comme je n'étais pas un héritier direct de l'acte de propriété, mais que j'étais financièrement lié à la famille grâce à des dettes et des paiements co-signés, j'avais un intérêt légal à contester la légitimité de la vente, surtout si maman témoignait qu'elle n'avait pas consenti en connaissance de cause. Cette partie m'inquiétait. Je ne voulais pas l'entraîner dans une tempête juridique. Mais quand je l'ai appelé un après-midi et que je lui ai expliqué ce que Jess et Marc faisaient, sa voix s'est brisée. Je ne voulais pas y croire, a-t-elle murmuré. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas, témoigneras-tu, ai-je demandé. Une pause. Oui, a-t-elle dit doucement. Il est temps. Pendant ce temps, je jouais le jeu. J'ai envoyé un SMS de groupe dans la conversation familiale, faisant semblant que rien ne s'était passé. Justin, salut, j'ai été submergé de travail. J'espère que tout le monde va bien. Shaun a répondu le premier, tranquille, frère, comme toujours. Jessica n'a rien dit. Marc a répondu avec un emoji pouce levé. J'avais besoin qu'il soit à l'aise, inconscient. Ensuite, je suis allé chez Shaun sous prétexte de prendre de ses nouvelles. Nous avons bu quelques bières, regardé un match. J'ai joué le rôle du frère plein de remords, essayant juste de recoller les morceaux. Puis j'ai orienté la conversation. Alors, quoi de neuf avec la maison de maman? Il a grogné. Jess continue de pousser. Marc essaie d'accélérer la clôture. Elle t'a déjà montré les documents? Non, je me suis dit qu'elle gérait ça.
Tu penses qu'elle a obtenu la signature de maman sur tout de manière légitime? Shawn a cligné des yeux. Attends, tu penses qu'elle a falsifié? J'ai haussé les épaules. Je trouve bizarre que personne d'autre ne l'ait vue. Je veux dire, maman n'aurait-elle pas voulu que tu saches qu'elle déménageait? Cela a planté la graine. Une semaine plus tard, Shawn m'a rappelé, paniqué. Mec, a-t-il dit. J'ai interrogé Jess sur les documents. Elle a pété un plomb, a dit que je l'accusais, m'a dit d'arrêter de poser des questions. Intéressant, ai-je dit. Elle cache quelque chose, n'est-ce pas? Disons simplement, ai-je répondu, que tu voudras peut-être garder tes mains propres. Si cette histoire explose, quiconque était au courant et n'a rien dit pourrait être entraîné dedans. Il a juré à voix basse. Shawn n'était peut-être pas le plus futé, mais il n'était pas stupide. Il a commencé à prendre ses distances, à ne plus répondre aux appels de Jess. Je n'avais pas besoin qu'il choisisse un camp. J'avais juste besoin qu'il ne la protège pas. Les rouages juridiques tournaient lentement, mais sûrement. Lilian a déposé les documents. Nous avons demandé une audience d'urgence. Mark et Jess n'avaient pas encore été assignés. Ça allait venir, mais l'annonce a été signalée comme étant sous enquête. Nous nous sommes achetés du temps. La partie suivante était risquée, mais c'était l'appât parfait. J'ai organisé une réunion de famille chez maman, disant à tout le monde que c'était pour mettre les choses au clair. Jess a hésité, mais Mark a accepté de venir. Je pense qu'il a supposé que ce serait une sorte d'intervention maladroite, peut-être une chance de me manipuler à nouveau devant maman. Il ne savait pas que j'avais installé une caméra de surveillance dans le salon. Il ne savait pas que mon avocate regarderait à distance. Il ne savait pas que j'étais sur le point de leur tendre la corde. Le matin de la réunion, je suis arrivé tôt. J'ai aidé maman à ranger. Elle avait l'air nerveuse mais résolue. Elle n'allait plus se laisser marcher sur les pieds. Ils ne le verront pas venir, lui ai-je dit. Quand Jess et Mark sont arrivés, Mark est entré comme s'il était chez lui. Jess m'a à peine adressé la parole. Alors, a-t-elle dit en s'installant sur la coudoir. Tu voulais parler? Je voulais vous donner une chance, ai-je dit calmement. De dire la vérité. Mark a ri. La vérité sur quoi, exactement? Sur la vente, ai-je répondu. Sur la façon dont vous avez essayé de transférer la propriété de la maison en utilisant une SARL écran à votre nom. Sur la façon dont vous avez fait signer à maman des documents qu'elle n'a pas lus. Le visage de Jess est devenu rouge. C'est ridicule. Vraiment? Parce que j'ai vu les papiers et j'ai fait examiner la signature par un expert en écriture. Elle ne correspond pas à celle de maman. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai levé un doigt. Vous avez menti à Shawn. Vous avez menti à maman. Et maintenant, j'ai une date de procès de prévue. Mark s'est penché en avant, soudainement sérieux. Tu penses que ça va se passer comme tu le veux? J'ai penché la tête. Je n'ai pas besoin que ça se passe d'une certaine manière. J'ai juste besoin que ça sorte au grand jour. Ils se sont regardés, et c'est là que c'est arrivé. Jess a craqué. J'ai fait ce que je devais faire, a-t-elle sifflé. Elle se noyait ici, toute seule. Cette maison tombe en ruine. Elle avait besoin que quelqu'un prenne le relais. Elle avait besoin d'aide. J'ai dit, pas de contrôle. Tu ne comprendrais pas, Mark a dit, tu ne vis même pas ici. Tu n'es que le gars de l'argent. Plus maintenant. Et à cet instant, filmé, dans la maison de maman, devant tout le monde, Jessica m'a regardé dans les yeux et a dit les mots que j'attendais. Tu n'as jamais fait partie de cette famille. Tu n'étais qu'un portefeuille dans lequel on pouvait piocher. Mark n'a pas bronché. Il a juste hoché la tête, comme si elle avait enfin dit ce qu'ils croyaient tous les deux. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin, parce que la caméra avait tout enregistré. Et maintenant la scène était prête. La chute allait arriver, et j'avais des places au premier rang. Les images étaient irréfutables. 3 jours après la réunion de famille, le tribunal a accordé notre injonction d'urgence. La vente de la maison a été gelée indéfiniment. Lilian n'a même pas eu besoin de beaucoup argumenter. Le juge a regardé la vidéo une fois, a secoué la tête lentement et a dit « J'en ai assez vu ». Les mots exacts de Jessica, « Tu n'as jamais fait partie de cette famille. Tu n'étais qu'un portefeuille dans lequel on pouvait piocher », ont eu plus d'impact dans la salle d'audience que je n'aurais pu l'espérer.
Elle est restée de marbre pendant la diffusion, mais Marc a pâli pour la première fois. Il semblait réaliser que ce n'était pas un désaccord anodin ou une querelle de famille. C'était réel, légal, permanent. Cette audience n'était que le début. Maman a officiellement révoqué la procuration que Jess l'avait poussée à signer par la ruse. Lilian a déposé les documents elle-même, et j'ai conduit maman chez le notaire. Sur le chemin du retour, elle a regardé par la fenêtre et a murmuré « Je suis désolé, Caleb. Je les ai laissés t'éloigner. » Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai juste continué à conduire. Finalement, j'ai dit « Je les ai laissés faire aussi. » Et ce fut la dernière fois que nous en avons parlé. Pas de blâme, pas de séance de thérapie, juste une reconnaissance mutuelle. Et pour moi, c'était suffisant. La partie suivante du plan a été lente et délibérée. La vengeance, après tout, est un plat qui se mange froid, mais c'est aussi un plat qui se sert accompagné de documents en béton. Avec l'aide de Lilian, nous avons engagé une procédure civile pour faute financière et exploitation de personnes âgées. Ce n'était pas encore criminel, mais c'était suffisant pour lancer la phase de communication des preuves. Nous avons assigné à comparaître les communications de Jessica avec la société de titres et les documents de la SARL de Marc. Il s'est avéré qu'ils avaient planifié le transfert de la maison des mois avant même d'en parler à maman. Ils avaient même budgétisé les coûts de rénovation et listé les revenus locatifs prévus dans leur projet. Ils allaient rénover la maison de notre enfance pour la louer, comme si c'était une propriété dans un tableur, et non le salon où nous avons passé des Noëls, la cuisine où papa m'a appris à réparer un robinet qui fuit, le couloir où maman gardait les marques au crayon de notre croissance à tous les trois. C'est là que la colère est revenue, mais pas le genre aveugle. Le genre concentré, froid, chirurgical. Une fois que nous avons eu les documents, nous les avons envoyés à la banque qui détenait l'hypothèque sur la maison de Marc et Jessica. J'ai rédigé une lettre détaillée expliquant leur tentative d'acheter une autre maison sous une SARL tout en commettant une fraude financière sur une autre propriété. J'ai inclus des pièces jointes, des captures d'écran et l'injonction du tribunal. Les banques prennent la fraude au sérieux, surtout quand elles menacent leur investissement. Le résultat ? Leur refinancement en attente a été immédiatement refusé. Ensuite, j'ai contacté l'association des propriétaires où vivaient Jess et Marc. Il s'est avéré qu'ils étaient déjà sur la sellette pour ne pas entretenir leur pelouse et ignorer des avis répétés concernant un abri de jardin à moitié construit dans leur arrière-cour. J'ai envoyé un email très poli au conseil d'administration de l'association, fournissant des preuves que la société écran de Jessica et Marc était utilisée dans une transaction immobilière douteuse. Je n'ai rien exigé, j'ai juste suggéré qu'il pourrait être dans leur intérêt d'enquêter avant que quelqu'un ne soit blessé ou que l'histoire ne devienne publique. Une semaine plus tard, leurs amendes de l'association ont triplé. Ils ont eu 30 jours pour mettre leur propriété aux normes, sous peine de privilège. Et puis est venue la dette co-signée. Vous vous souvenez de cette ligne de crédit de 10 000 $ que j'avais co-signée pour qu'ils puissent acheter leur maison. Il était temps de la recouvrer. J'ai révoqué les paiements minimums automatiques que j'effectuais et j'ai laissé le compte tomber en défaut de paiement, juste assez longtemps pour déclencher une notification. Ensuite, j'ai contacté directement le prêteur et j'ai demandé un plan de remboursement qui reflétait mon retrait en tant que cosignataire. Comme Jessica avait violé l'accord initial, les cosignataires doivent être informés de l'utilisation majeure du crédit, j'avais des motifs pour être retiré. Cela a pris du temps, mais j'ai finalement reçu une lettre confirmant que le compte était maintenant sous sa seule responsabilité. Il devait 8 700 $ dessus. Le coup de grâce, leur crédit a chuté rapidement. Marc a essayé de demander une nouvelle carte en janvier. Refusé. Jess a demandé une subvention pour petite entreprise. Refusé. Leur hypothèque, leur voiture, même leurs factures sont soudainement devenues beaucoup plus difficiles à gérer. Shaun, à son crédit, est resté en dehors de ça. Après la diffusion de la vidéo, il m'a envoyé 2 mots par SMS, « Je suis désolé ». Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il n'était pas l'ennemi. C'était juste quelqu'un qui a appris à ses dépens que le silence a des conséquences. En avril, la vente de la maison était annulée. Maman est restée. J'ai engagé un entrepreneur, payé avec mon propre argent, pas de crédit, pour ajouter un monte-escalier et réparer la plomberie. Je lui ai apporté de nouveaux rideaux, j'ai remplacé la vieille moquette de sa chambre. Elle a pleuré en voyant les changements. « Je ne mérite pas ça », a-t-elle dit. « Tu mérites mieux », ai-je répondu. Ce n'est que le début. Et je le pensais.
Pendant ce temps, Jess et Mark s'effondraient. Ils avaient versé un acompte sur une deuxième maison, supposant qu'ils pourraient vendre celle de maman pour couvrir les frais. Lorsque la vente a été gelée, ils ont perdu l'acompte. Leur agent immobilier les a laissés tomber. Le bruit a commencé à courir en ville qu'ils faisaient l'objet d'une enquête. Pas criminelle, mais assez pour mettre les gens mal à l'aise. Puis, en juin, ils ont reçu un avis formel du bureau de Lilian. Nous les poursuivions pour dommages et intérêts, émotionnels et financiers. Et même si j'avais dit à Lilian que je me fichais de l'argent, elle a insisté. Il ne s'agit pas seulement de vengeance, a-t-elle dit. Il s'agit de créer un précédent. Jess a essayé de détourner l'histoire sur Facebook, en postant des messages énigmatiques comme « C'est drôle comme les gens font semblant de se soucier des autres quand ça les arrange, et la famille ne signifie rien quand la cupidité est en jeu », je n'ai pas répondu, mais quelques-uns de nos cousins communs l'ont fait. L'une d'entre elles, Sophie, a posté un commentaire qui disait « Tu veux dire la cupidité comme voler la maison de ta mère ?» La publication a été supprimée 1 heure plus tard. Finalement, Mark a essayé de m'appeler. J'ai laissé sonner. Puis, j'ai eu un message vocal. Sa voix était fatiguée, abattue. « Écoute, mec. Je comprends. Tu es en colère, mais ça va trop loin. On pourrait tout perdre. Jess est en train de craquer. S'il te plaît, parlons-en. » J'ai sauvegardé le message vocal dans un dossier intitulé « Clôture ». Nous n'avons pas parlé. À la fin de l'été, ils ont vendu leur maison à perte. Ils ne pouvaient plus payer l'hypothèque. L'association des propriétaires avait déposé des privilèges. La banque refusait de refinancer. Ils ont emménagé chez les parents de Mark, à l'autre bout de l'État. Jessica a essayé de continuer à poster comme si tout était normal, mais même son Instagram a commencé à s'estomper. Moins de selfies à la plage, plus de photos de couchers de soleil et de citations sur la guérison. Personne n'était dupe. Quant à maman, elle va mieux. Nous nous parlons chaque semaine maintenant, parfois plus. Je ne force pas. Je suis juste présent, comme je l'ai toujours été, mais cette fois sans le besoin d'être reconnu pour ça. J'ai remplacé ce besoin par quelque chose de mieux, des limites, de la force, du respect de soi. Et moi, j'ai commencé à voyager. J'ai visité Denver, puis Portland. J'ai pris des cours de cuisine, je me suis fait de nouveaux amis, j'ai renoué avec d'anciens. Le figuier lire dans mon appartement, toujours en vie, prospère, en fait. Je l'ai appelé Walter. Ne me demandez pas pourquoi. Ça semblait juste. Un soir, il n'y a pas si longtemps, maman et moi étions assis sur le porche, le même sur lequel je me tenais ce soir de Noël enneigé quand Jess m'a claqué la porte au nez. Elle a regardé la rue et a dit, « Tu sais, je pensais que la paix venait du fait de rendre tout le monde heureux. Mais j'ai appris qu'elle vient du fait de se tenir aux côtés des gens qui vous respectent. » J'ai souri. Oui, ai-je dit. Il m'a fallu un certain temps pour l'apprendre aussi. Nous sommes restés assis en silence un moment. Des lucioles clignotaient dans le jardin. Quelque part dans la rue, un chien a aboyé. La maison sentait le café chaud et le bois ciré. Finalement, maman a demandé, « Penses-tu qu'elle s'excusera un jour ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit, « Peut-être, mais ce n'est pas ça que j'attends. » Elle a hoché la tête, et nous sommes restés assis un peu plus longtemps, parce que je n'attendais plus. J'avais déjà gagné. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils ne l'ont jamais vu venir.